Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Murders Explained. Pour la vidéo du jour, vous allez voir que je ne suis pas tout seul. Il se peut que vous voyez quelque chose passer derrière. J'ai décidé de filmer un peu plus tôt que d'habitude et j'avais envie d'essayer de prendre mon chien avec moi dans mon bureau pour voir un petit peu comment ça se passe. Les derniers tournages que j'ai fait avec lui étaient lorsqu'il était très jeune, c'était très compliqué et j'aimerais savoir s'il est possible de le reprendre au boulot. Donc désolé, ça tombe sur vous, c'était ce tournage qui était avec Blue. J'espère que ça ira pour cette vidéo. Tout ceci étant dit, je vais vous laisser liker, commenter, vous abonner. Pour l'histoire du jour, je vous raconte ce qu'on fait juste après le générique. J'espère que cette vidéo va vous intéresser et sans plus tarder, rentrons à l'intérieur. Pour cette vidéo, j'ai décidé de prendre deux histoires qui étaient courtes et de les mettre ensemble. Vous allez voir que nous sommes sur une thématique commune, les cannibales, et ce sont deux histoires qui m'ont vraiment beaucoup choqué et qui, je sais, vous intéresseront également étant donné que au tout début de Murders Explained, beaucoup nous suivaient uniquement pour les histoires de cannibales. Vous allez donc avoir deux petites histoires dans cette vidéo et croyez-moi, l'une comme l'autre font froid dans le dos. Il y a une ou deux semaines, j'ai été critiqué sur Murders Explained parce qu'on disait que je lisais beaucoup trop mes notes. Je ne vais pas m'excuser pour ça parce que ça me permet tout simplement de ne pas mélanger mes mots et les noms. Et vous allez le voir ici, nous sommes sur des noms asiatiques et j'ai pas envie de les écorcher. Donc si je ziote mes notes, c'est tout à fait normal. Nous commençons la première histoire avec un homme, Zhang Yangming, qui était connu aussi sous le nom du monstre cannibale. Zhang Yangming, connu sous ce nom comme je vous l'ai dit, était un tueur en série cannibale chinois assez célèbre qui a été reconnu coupable pour 11 crimes entre mars 2008 et avril 2012. Petit contexte, il est né à Kunming qui est situé dans la province de Yunnan en Chine et il est né en 1955. On sait très peu de choses sur son enfance, on sait seulement qu'en 79, il a été reconnu coupable et détenu pour un meurtre intentionnel et il a été condamné à la peine de mort. Sauf que vous allez vite le comprendre, sa peine a été réduite par la suite et il a pu sortir de prison. À sa libération, il a reçu quelques terres à côté de sa ville natale, là où il a pu s'installer. Et c'est justement à partir de cette date de sortie, 1997, que tout va commencer. Petit à petit, après sa sortie, autour de sa nouvelle habitation, des enfants vont commencer à disparaître. Les parents étaient inquiets et ils pensaient que les enfants avaient été kidnappés par des ravisseurs et mis aux travaux forcés. Sauf que la vérité était tout autre. Selon les parents d'un des enfants, qui était d'ailleurs un adolescent qui a disparu, personne n'aurait pensé que Zhang, qui était le fermier tranquille du coin, qui aimait jouer avec les enfants, vivre avec les autres, etc., puisse être derrière tout ça. On pouvait entendre un peu plus tard « Je connais Zhang ». Jusqu'à présent, personne n'aurait douté de lui. Zhang n'a jamais communiqué avec qui que ce soit, même pas avec ses voisins. Nous avions l'habitude de le voir tous les jours, mais nous ne lui avons jamais prêté attention. Maintenant, je pense qu'il pourrait être responsable de la disparition de mon fils. Mais comme tout le monde, de nos jours, nos enfants sont même escortés vers l'école, tellement la panique règne. Malheureusement, pour Zhang, le 9 mai, on a des nouvelles informations par rapport à une autre disparition, celle de Han Yao, un garçon de 19 ans, et par pur hasard, ses affaires comme carte bancaire et carte téléphonique ont été retrouvées chez notre bon vieux fermier Zhang. Il a donc été arrêté rapidement. Une fois qu'il a été arrêté, on a pu avoir quelques témoignages, etc. Et on s'est vite rendu compte que la dernière fois que cet enfant a été vu était à proximité du terrain de Zhang en avril. Donc effectivement, les gens commencent à avoir pas mal de soupçons. On apprend rapidement que 8 autres garçons ont disparu au même endroit au cours des 5 dernières années et 6 avaient disparu au cours de seulement les 15 derniers mois. Les policiers ont commencé à tout analyser, ils ont mis des preuves de côté, etc. et ils ont essayé de tout faire pour retrouver le tueur.
Et en fait, plus le temps avançait, plus les preuves concernant Monsieur Zhang étaient en train de s'accumuler, laissant comprendre qu'il pouvait bel et bien être responsable de ce crime. Même de 17 crimes du coup. L'enquête continue et les parents commencent à voir les policiers qui sont vraiment sur cette enquête, qui ramassent des preuves autour des maisons, etc. et qu'ils essayent vraiment de tout analyser. D'ailleurs, selon les témoins, un sac en plastique vert aurait contenu des os. La police a d'ailleurs beaucoup été critiquée parce que je rappelle que Zhang Yongming avait donc un antécédent avec la police et personne ne s'est dit que peut-être ça pourrait être lui. Je rappelle qu'il a été en prison pendant 18 ans pour un meurtre lié avec de la mutilation, un meurtre qui était intentionnel. Bon, ça commence à faire 20 personnes qui disparaissent en 2017 autour de chez lui. La police a essayé de se dire on va regarder la maison de Zhang Yongmin. Je vous l'ai dit, il y avait environ une vingtaine de disparitions, mais la police a pu le lier seulement à 11 d'entre elles. Ils ont donc réussi à l'arrêter, il avait 57 ans et apparemment, avant son arrestation, il aurait encore essayé de kidnapper un petit garçon de 17 ans, notamment avec une ceinture. Le jeune homme aurait réussi à s'enfuir, il aurait donc couru et tout le monde aurait compris que Zhang Yongmin pouvait être responsable. La police, une fois qu'elle a arrêté Zhang Yongmin, a commencé à enquêter un petit peu plus en détail, à essayer de voir ce qui aurait pu se passer avec ses enfants. Et tenez-vous bien, je cite, « Des témoins ont affirmé qu'après 1997, donc après sa sortie de prison, Zhang Yongmin a commencé à vendre de la viande sur le marché du quartier, ce qu'il ne faisait jamais. » Et ce qui était assez étrange, c'est que beaucoup de personnes disaient que cette viande avait un goût de viande d'autruche et que c'était bizarre. Et en fait, lorsque les autorités ont fait toutes les analyses, toutes les recherches, elles se sont rendues compte que la viande était de la viande humaine et d'ailleurs ils gardaient des dizaines de globes oculaires dans des flacons avec de l'alcool et tout ça pour collectionner. La police aurait aussi retrouvé des os dans le potager du voisin, enfin vraiment des choses atroces qui étaient toutes reliées à Zhang Yongmin. Il a été arrêté le 9 mai 2012 à l'âge de 56 ans et le 28 juillet de la même année, il a été reconnu coupable, condamné à mort dans une prison chinoise du Yunnan et il a été mis à mort le 10 janvier 2013. Première histoire très horrible, je vous l'accorde, attendez de voir la suite. Nous passons donc maintenant à l'histoire longue, celle de Richard Chase. Il était également appelé le tueur vampire de Sacramento et il avait une tendance assez horrible, voire sociopathe depuis son enfance. À l'âge de 10 ans, David Chase a commencé à montrer un caractère très peu commun et plus tard vous allez voir que les enquêteurs l'ont qualifié d'un comportement de triade McDonald, vous allez comprendre pourquoi, et en fait il avait quelques obsessions. Il avait beaucoup d'obsessions avec le feu, il avait beaucoup d'obsessions avec ses pipis au lit, mais également avec le fait de blesser les animaux. Retournons un petit peu en arrière. Richard Chase est né en 1950 et il a toujours été mis de côté. Selon ce qu'il dit, ses parents auraient été violents avec lui et au fur et à mesure où il commençait à avancer dans la vie, il commençait à montrer ces fameux signes de la triade. Il a commencé à faire pipi au lit, il est devenu obsédé par les feux, il en allumait tout le temps, il allumait des petits incendies autour de sa maison pour le détail, mais il a commencé aussi à développer une passion assez sociopathe pour détruire la vie des animaux. Il adorait blesser des oiseaux, il adorait torturer des petits rongeurs, c'était vraiment horrible. D'ailleurs, ces animaux étaient attrapés à l'aide de pièges qu'il confectionnait lui-même et après ça, il les mutilait. Au fil des années, il est également devenu hypocondriaque, donc il a commencé à être convaincu qu'il avait une maladie grave et que son cœur allait cesser de battre. À côté de ça, il pensait qu'il était un cadavre ambulant, il sentait que son corps était en train de se dessécher, qu'il manquait de vitamine C, il disait que le seul moyen d'avoir de la vitamine C était de presser une orange sur son front, chose qu'il faisait, et ses parents ne lui ont jamais apporté aucune aide, donc vous vous en doutez, en grandissant, ce comportement s'est aggravé et a beaucoup joué sur lui.
D'ailleurs, ses parents n'étant pas vraiment là pour lui, Richard a commencé à prendre des substances illicites. Il est tombé dans les drogues et la toxicomanie. D'après ce que j'ai trouvé, il consommait régulièrement de l'alcool, il fumait de la marijuana et il consommait aussi du LSD. Cet abus d'alcool, de drogue et de tout le reste n'ont fait que aggraver tous ses symptômes de base. Quelque chose d'autre dont il a aussi beaucoup parlé, c'est que selon lui, son crâne était fendu en deux et qu'il avait peur qu'il se brise en 1000 morceaux. Il avait d'ailleurs décidé de se raser la tête pour retrouver le mouvement de ses os initiales. Bon, après ça, il est parti de chez ses parents. J'ai pas vraiment compris si c'est eux qui l'ont mis dehors ou si c'est lui qui a décidé de partir, mais il a décidé de faire une colocation avec un groupe d'hommes. Sans surprise, son comportement a fait fuir tous les colocataires. Il avait d'ailleurs barré la porte de sa chambre, il a créé une trappe d'évacuation, il se promenait dans l'appartement complètement nu, donc les colocataires lui ont demandé de déménager. Richard a refusé et ils sont tous partis, donc il a été laissé seul une fois de plus. Et sa solitude, mélangée avec tout le reste, a donné de la paranoïa. Il pensait qu'avec son empoisonnement, donc ce qu'il pensait, son cœur commençait à rétrécir, il pensait que ses os commençaient à devenir un peu sableux, comme s'ils allaient tous se détruire. Il a donc commencé à tuer des animaux et à boire leur sang. Pour lui, c'était le remède. Il a d'ailleurs mélangé des organes d'animaux avec de la soude pour les consommer. Lorsqu'il a 25 ans, nous sommes en 1975. Il commence à s'injecter du sang, le sang d'un lapin, et il est tombé très malade par la suite. Il a été emmené à l'hôpital et les médecins lui ont diagnostiqué une schizophrénie paranoïaque et ils l'ont donc admis dans un établissement psychiatrique pour prendre soin de lui. Et à partir de là, en vrai, on aurait pu se dire, il aurait pu être soigné et tout irait mieux. Mais écoutez la suite. David avait donc souvent l'habitude de raconter ses petits fantasmes, mais aussi ses grandes peurs au personnel de l'hôpital. Une fois, on l'a vu avec du sang sur toute la bouche, et apparemment, il a piégé des oiseaux à l'intérieur de l'hôpital psychiatrique, et il a bu leur sang. Il a donc été surnommé Dracula par le personnel de l'hôpital. Son traitement consistait à prendre des médicaments psychotropes. Et avec ce traitement, l'hôpital pensait qu'il l'avait guéri. Donc, il a été libéré en 1976 et il est rentré chez sa mère. Il quitte la maison un petit peu de temps après parce qu'encore une fois, il pensait qu'elle était en train de l'empoisonner. Son comportement est devenu de pire en pire et il tuait de plus en plus d'animaux. Tout ça dans l'unique but de boire leur sang. D'ailleurs, un petit peu plus tard, il a attrapé l'animal de compagnie d'un de ses voisins, il l'a mutilé, il l'a tué et il a bu tout son sang. Mais là, on parle donc d'un chat ou d'un chien. Et d'ailleurs, il a été pris de panique et il avait rappelé ce voisin en disant qu'il l'avait tué. Très bizarre. Le temps passe et il commence à s'intéresser aux armes à feu, et il en a donc acheté. Il croyait qu'il avait besoin d'être armé parce que des gens l'espionneraient et peut-être que quelqu'un voudrait le capturer, peut-être le FBI, je ne sais pas, donc ces armes devaient le protéger. En 1977, Richard Chase a été arrêté par la police du Nevada près du lac Tahoe. Il était couvert de sang, il était tout nu, il avait un seau avec le foie d'une vache à l'intérieur, à l'arrière d'un camion qu'il conduisait. C'était une scène horrible. L'agent commence un petit peu à se renseigner et il se rend vite compte que Richard dit que le foie et le sang ne sont pas celui d'une vache. Il dit que c'était le sien et qu'il s'était échappé de sa peau parce qu'il l'avait arraché. L'agent a signalé ça, mais il n'a pas été arrêté. À partir de là, une série de meurtres va commencer, notamment parce qu'il n'a pas été autorisé à passer Noël avec sa famille. Sa mère ne voulait pas. Donc encore une fois, il s'est retrouvé extrêmement seul et ça l'a mis en colère. 27 décembre 1977, il passe en voiture dans une rue de Sacramento et il tire des coups de feu dans une maison d'une femme qui vivait là. Et cette fusillade, elle a été horrible, encore plus parce qu'il connaissait même pas cette dame, il lui a juste tiré dessus. Pareil, le 29 décembre, il passe en voiture un petit peu plus loin, devant un magasin, et il tire sur une femme. Il essaye d'entrer aussi dans la maison d'une autre femme, quelques semaines plus tard, mais les portes étaient verrouillées, donc il a changé d'avis. D'ailleurs, plus tard, il dira qu'il n'a pas voulu entrer par effraction parce que pour lui, une porte fermée n'est pas une invitation. Bon, par la suite, il serait encore rentré dans une maison déverrouillée avec un couple, il aurait volé tout ce qu'il aurait pu et il aurait aussi uriné et fait ses besoins un petit peu partout dans la maison et sur leur lit. La prochaine victime de David Chase était une femme de 22 ans qui était enceinte, Teresa Wallin. Il est entré dans sa maison, la porte était déverrouillée et il lui a tiré dessus 2 fois. Et une fois qu'elle était décédée, il a eu des relations sexuelles avec son cadavre, il a mis le sang de cette femme dans un pot de yaourt qu'il a bu
et son mari, lorsqu'il rentrera à la maison, tombera sur cette scène. Le 27 janvier 1978, il trouve une autre porte ouverte et il y entre pour trouver une femme qui s'appelle Evelyn et son fils de 6 ans. Il y avait aussi son neveu et son ami et tout le monde a été tué par David par l'arme à feu. Il s'est d'ailleurs ensuite enfui dans la voiture d'Evelyn avec le cadavre de son très jeune neveu. Que va-t-il faire ? On a d'ailleurs retrouvé le corps du petit 4 mois plus tard, il n'avait plus de sang à l'intérieur de son corps et il a été retrouvé dans une église. La police l'a très vite identifié suite à tous ces crimes, ils sont allés chez lui, ils ont commencé à fouiller, ils ont trouvé des ustensiles de cuisine avec du sang, des cerveaux humains à l'intérieur de son frigo, des choses vraiment horribles et le jury l'a très vite arrêté, ils l'ont condamné à mort par chambre à gaz lors d'un procès qui a duré 5 mois. D'ailleurs, lorsqu'il était en prison, beaucoup de codétenus lui ont suggéré de se suicider, que ça serait beaucoup mieux que la sentence par gaz. Et c'est ce que David Chase a fait en prenant des médicaments en grande quantité. Il a fait une overdose le 26 décembre 1980 et c'est comme ça que son histoire s'achève. Voilà tout le monde pour ces 2 terribles histoires de cannibalisme. J'avais très envie de vous les raconter, mais comme vous le voyez à la durée de cette vidéo, si j'avais fait une vidéo pour chaque histoire, je pense qu'elles auraient été très courtes et vous avez adoré Elliot qui vous partage plusieurs histoires. J'ai voulu tenter l'expérience. Si ce genre de vidéo vous plaît et si mes histoires vous ont intéressé, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je sais qu'Elliot a un petit peu de mal avec les commentaires en ce moment, mais moi je les lis vraiment tous, du moins ceux sur mes vidéos, et je vous réponds à tous. Et sous les histoires de cannibales, j'aime beaucoup savoir un petit peu ce que vous pensez du cheminement de la personne, de pourquoi est-ce qu'elle en est arrivée là. Par exemple, dans la deuxième histoire, on peut vraiment parler d'une très grande solitude dès la plus jeune enfance, mais pour la première, j'aimerais avoir également votre avis. Tout ceci étant dit, je vous laisse là, je vous laisse liker, commenter, vous abonner. N'oubliez pas de nous retrouver dans 2 petits jours pour une nouvelle histoire horrifique, et jusque-là, prenez grand soin de vous. Et d'ailleurs, petit mot pour mon chien qui n'a absolument pas bougé. T'es trop chou. Tu veux dire bonjour? Viens. Oh, un petit loup.